Alors, on laisse la presse écrite sortir dans la discrétion qui la caractérise. Et on va passer la parole à la radio. David Barrault, moi je suis rédacteur en chef aux Échos, presse écrite. Je suis aussi chroniqueur sur, je me permets de le dire ici, même si on est sur Radio France, hein, Olivier, tu permettras, chroniqueur sur Radio Classique, tous les matins, 7h55, n'hésitez pas. Bon, n'en fais pas trop, David. Non, ok. Le week-end, vous pouvez aussi écouter Olivier, il est très très bon pour les embouteillages le dimanche soir. Alors, de 20h à 21h. Enjeu de la radio, Jean-Philippe qui est son patron. Enjeu de la radio en 2022, comment profiter du boom de l'audio? Moi, j'adore la radio, j'adore l'audio, j'adore les podcasts, j'ai eu l'occasion de le dire plein de fois. On a vraiment toutes les grandes radios françaises qui sont représentées. Laurence Bloch, qui représente Radio France. À côté d'elle, Régis Ravanas, qui représente RTL, enfin toutes les activités audio du groupe M6. Il n'y a pas que RTL, il y a RTL2 et d'autres choses. Juste à côté de lui, Constance Banquet, qui est la présidente directrice générale d'Europe 1, du groupe Lagardère. À côté, Mariam Saeli, qui est la directrice générale déléguée du groupe Énergie. Derrière Énergie, il y a aussi Chérie, Nostalgie et Rire et Chanson, qui me fait rire régulièrement. À côté, Bérénice Lajoigny, qui dirige Radio Classique, mais aussi Les Échos, le groupe Les Échos. Et juste à côté de moi, Jean-Philippe Baille, le directeur de France Info. La bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas besoin de vous présenter toutes ces radios, vous les connaissez absolument par cœur. La mauvaise nouvelle, c'est que depuis un an ou deux, en fait, la radio va un peu moins bien. Il y a eu une crise sanitaire, le Covid, et pendant le Covid, qu'est-ce qu'on a fait? On est resté à la maison, on a moins pris la voiture, et du coup, on a un peu moins écouté la radio, on a un petit peu perdu le réflexe. Et la question que j'ai envie de poser à vous tous, pas pour commencer par être désagréable, hein, j'ai commencé par dire que j'adorais la radio, mais c'est est-ce que vous pensez qu'on est dans une crise conjoncturelle ou une crise peut-être un petit peu plus structurelle? Est-ce que ça va globalement monter? Qui veut se lancer en premier? Bonjour, Mariam Sali. Juste un petit chiffre. Il y a quand même plus de 39 millions, on est près de 40 millions de Français 13 ans et plus, parce que n'oublions pas que le média radio, contrairement à la télévision, il est mesuré par les 13 ans et plus et pas par les 4 ans et plus, qui écoutent quand même quotidiennement la radio. Donc le média va bien. Il y a eu bien sûr la crise du Covid, mais enfin, pour un média qui est écouté par près de 40 millions de Français de 13 ans et plus, j'allais dire que c'est quand même un média c'est un vrai mass média, il est puissant. Et ce chiffre est un très bon chiffre pour le média. Même si vous avez raison, il y a eu un ralentissement pendant le confinement, mais pendant le confinement, on a moins pris la voiture, mais les usages se sont diversifiés. Et comme le média radio est un média extrêmement souple, il a su s'adapter et accompagner ces nouveaux usages. Bon, je pense que tout le monde sera peut-être d'accord là-dessus, mais est-ce que quelqu'un veut quand même compléter un petit peu ce propos, Constance? Juste une petite chose, et en continuation de ce que tu viens de dire, Mariam, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a 22% de l'écoute qui se fait en audio digital, enfin en linéaire. C'est un chiffre qui va évidemment beaucoup progresser. C'est notre avenir. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'audio, je pense qu'on va en parler tout à l'heure. L'audio, c'est la radio, c'est le son, et c'est la façon dont on peut se diversifier sur différents contenus à partir du son. Donc c'est important, et ce 22% sera 50% demain, et encore plus après-demain. Donc voilà. Laurence, alors, un micro pour que l'audio soit bon. Oui, moi je voudrais dire vraiment qu'il faut arrêter de la complainte de la radio, perdre des auditeurs, c'est vrai. C'est vrai que le Covid a absolument cisaillé des habitudes, mais que par ailleurs, je pense qu'on est en train de vivre une révolution et qu'on n'a pas les bons mots pour dire ce qui se passe. Parce qu'au fond, la radio, qu'est-ce que c'est? C'est un support. Et avant, il y avait mélange support-programme. C'était la même chose, c'était la radio. Aujourd'hui, il y a des offres de contenu, il y a des formats, il y a des propositions éditoriales et il y a une masse colossale de supports pour les porter. Il y a les plateformes, il y a les réseaux sociaux et on n'a pas encore tout à fait compris, nous, mais les médias en général, le fait qu'il ne faut plus confondre les offres éditoriales et les supports. Et c'est ce qu'on fait toujours quand on parle de la radio. Alors c'est vrai qu'il y a une certaine catégorie de la population que je ne nommerai pas, qui nous considère un peu comme nous, médias traditionnels, les tocards, les gens un peu débiles et dont on se détourne. Mais ce n'est pas vrai, je veux dire. Il y a vraiment, je pense qu'il faut vraiment que nous-mêmes, on travaille sur cette différence format, support. Et c'est vrai que c'est une concurrence qui est extraordinairement brutale, rapide pour nous tous, mais je suis sûre que c'est un territoire de conquête pour nos offres éditoriales absolument formidable. Régis, sur le radio-bashing, est-ce que les journalistes de la presse écrite en font trop? Oui, je partage l'avis de Laurence Bloch. C'est que ce n'est pas une crise de la radio, c'est une transformation de la radio. Et effectivement, avec des contenus dont la radio a la chance d'être propriétaire pour la plupart,
et ce qui est une force par rapport à la télévision d'ailleurs, et qui voyagent sur d'autres supports qu'avant désormais. Mais ça reste 90% des Français qui écoutent la radio tous les mois. Enfin, c'est gigantesque, c'est gigantesque. Et en plus de ça, on a effectivement la possibilité de faire voyager nos contenus sur le digital. Et quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, c'est spectaculaire. C'est complètement dingue. La transformation de l'audio, on aura l'occasion d'y revenir. Ça suit ce qui s'est passé en vidéo. Et ça donne, je trouve, moi, un chemin lumineux pour la radio, contrairement à ce que tu peux dire. Ouais, non, je ne faisais que relayer, on est le thermomètre. Je ne sais pas si sur ce point, Jean-Philippe ou Bérénice voulait ajouter un point, ou si on passe directement à la question suivante, on peut. Hein. Non, moi je défendrai toujours la radio parce que je suis un homme de radio. Et puis je pense que la radio, c'est un lien particulier entre celui qui écoute et celui qui émet. Il y a la voix et c'est beaucoup plus franc, c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup, j'allais dire presque charnel. On écoute la radio, on a des habitudes avec effectivement nos émissions. Et comme le dit Laurence, comme le dit Régis, effectivement, aujourd'hui, la radio, ce n'est plus qu'un poste. D'ailleurs, il n'y en a plus beaucoup. Mais il y a 1000 façons d'écouter la radio, 1000 façons d'écouter nos contenus. Et c'est ça l'important, je trouve. Bérénice, un mot pour conclure cette première question. Juste un mot, ou je le rends un peu plus. Non, je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit, absolument. Radio Classique fait partie d'un groupe de presse, essentiellement. Et c'est vrai que la presse a été, on va dire, digitalisée en avance par rapport à la radio. Donc on est moins surpris de cette transformation, parce que je suis d'accord avec le mot transformation. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'en effet, c'est plein de nouvelles façons de pouvoir consommer, où les usages se multiplient, avec les deux formes, à la fois linéaires, parce que je pense que la radio linéaire, avec la force, en effet, du lien avec ses lecteurs, enfin ses auditeurs, pardon, elle reste très prégnante sur d'autres supports, et ça, nous, on l'a beaucoup vu sur Radio Classique. Il y a la façon, on l'écoute avec la radio, mais aussi avec son mobile et même son ordi. Voilà. Et puis il y a la radio délinéarisée, donc avec essentiellement les podcasts. Moi, la question que je me pose derrière ça, c'est que les podcasts, finalement, on sait que ça grossit beaucoup. En revanche, on ne sait pas très bien qui nous écoute. Et il y a quand même ce sujet de la radio, de l'âge. Et on voit que quand on a plus de 35 ans, on continue beaucoup à écouter la radio. Quand on a moins de 35 ans, un peu moins. Donc dans quelle mesure ça se transporte vers les podcasts ? Pour l'instant, moi, je trouve qu'on ne le sait pas très bien. Alors, c'est les deux mots-clés, je pense, qu'il faut qu'on creuse. C'est celui de l'âge. C'est-à-dire, est-ce que c'est un média de vieux, un média qui va vieillir ou pas? Et la deuxième question, c'est celle des podcasts. Donc, sur l'audience, est-ce que les uns et les autres, vous êtes aujourd'hui contents, pas contents? Quelles sont les mesures que vous faites sur, finalement, un peu l'âge moyen de vos auditeurs et sur cette capacité à attirer des auditeurs plus jeunes qui seront les auditeurs sur la durée, sur l'âge du public? Laurence? Non, enfin, je dirais qu'ici, on est plutôt content sur les résultats du média classique, mais on est aussi content sur l'écoute, sur les supports numériques, parce que si vous faites le total de toutes les offres de Radio France, sur le numérique, c'est quand même 178 millions d'écoutes, ce qui est quand même considérable. Alors après, là aussi, il y a beaucoup de terminologie à décrypter. Il y a les écoutes en direct, il y a les podcasts, c'est de la réécoute, mais il y a aussi les podcasts originaux. Mais je dirais que par ailleurs, je pense personnellement, moi, que tout le pari, c'est comment les jeunes écoutent. Ils sont tous sur les réseaux sociaux, ça on le sait. Le pari, c'est comment est-ce que vous réussissez à imprimer vos marques sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est ce qu'on essaie tous de faire et qu'on fait plutôt bien. Après, c'est comment on reconvertit les jeunes qui ont vu nos marques sur leur réseau, comment on les reconvertit en auditeurs. Et ça, c'est vrai que c'est un parcours qui est compliqué, dont on n'a pas encore compris tous les chemins. Mais voilà, c'est un peu... Encore une fois, je pense que l'empreinte d'une marque, c'est aussi très important. Sur le numérique, c'est sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux. Et on voit, et je vais passer la parole à Jean-Philippe, combien pour info, j'allais dire, cet accompagnement, cet écosystème numérique a été bénéfique pour la marque. Jean-Philippe, sur l'âge des auditeurs? Oui, que nous avons rajeuni là, sur notre dernière enquête médiamétrie. Moi, je crois qu'il ne faut pas se battre pour essayer de faire tout de suite arriver cette jeune génération à la radio. Je pense qu'elle va y arriver
petit à petit. L'important pour nous, c'est de se positionner en tant que média, en tant que marque référence, d'essayer d'attraper ce public-là via les réseaux sociaux, via ce que l'on peut faire aujourd'hui, puisque nous avons lancé en début de saison un Twitch quotidien sur France Info, pour que demain, quand ils auront besoin d'aller plus loin, parce qu'encore une fois, c'est pas en 50 secondes d'un Reels ou d'un post TikTok qu'on arrivera. Ils auront acquis des réflexes de marque pour venir chez nous où on apportera des contenus différents pour aller plus en profondeur. Constance, Régis, sur vos groupes qui sont des radios, évidemment un portefeuille de radios, est-ce qu'il faut segmenter, c'est-à-dire avoir des radios pour vieux et des radios pour jeunes? Est-ce que c'est ça la stratégie? En plus d'Europe 1, j'ai aussi Virgin Radio qui viendra à Europe 2 au mois de janvier et RFM, donc un portefeuille de radio à la fois musical, je vais en dire 2 mots peut-être avec Mariam, et toi d'ailleurs, et aussi Europe 1. Nous, sur la dernière vague, je ne vous le cache pas, tout le monde le sait, Europe 1 traverse une période difficile. En revanche, on voit qu'on a, sur la dernière vague, qu'on s'est consolidé sur les 25-59 et qu'on a rajeuni notre cible. Donc les gens qu'on perd sont plus vieux. Donc ce n'est pas les jeunes qu'on perd sur Europe. Et je pense, et là on se parlait du podcast tout à l'heure, le podcast c'est une opportunité incroyable pour nous de repenser nos contenus et de se dire que peut-être demain matin, si on a des podcasts qui marchent très bien, il faudra en faire des programmes. Donc c'est exactement à l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça, c'est une vraie opportunité pour la radio. Un petit mot sur la musique. Aujourd'hui, et ça c'est un vrai combat que nous avons tous sur la musique par rapport à nos problèmes de rotation. Aujourd'hui, la radio est un média gratuit sur nos radios musicales, puisqu'on a accès à la musique gratuitement. En revanche, comme on est limité dans le nombre de rotations, les jeunes, quand ils ont envie d'écouter plus la musique, ils vont sur les plateformes. On parlera plus de Deezer et Spotify, de cette concurrence juste après, bien sûr. Dans la proposition globale de la radio, c'est un sujet. C'est vrai. Régis, sur l'âge. Clairement, le digital est un atout extraordinaire. Et le podcast qui se développe, tu en parlais, c'est la radio en France. Hein. Si on enlève la production de radio, que ce soit le service public ou que ce soit les radios privées, il y a quasiment plus de... C'est plus de 70% de l'écoute de podcast qui vient de la radio en France. Donc ça, c'est quand même extraordinaire parce que là, on touche une nouvelle génération. Et les réseaux sociaux... en les travaillant comme on le fait les uns les autres, on se rend compte en fait de la force des contenus. On les compare nous chez nous parce qu'on a des télévisions et des radios, et on se rend compte qu'avec des contenus de radio, on atteint des couvertures, des niveaux de vidéos vues qui sont du même niveau que ce qu'on obtient en télévision, qui a du contenu extrêmement puissant sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est quand même très intéressant de se rendre compte de ça. On a des contenus absolument extraordinaires et qui vont toucher les jeunes. Alors le problème, c'est ce que vous disiez, c'est qu'il faut arriver à leur faire savoir que c'est nous. Je me suis rendu compte que ma nièce qui revenait de Marseille, je lui ai dit qu'est-ce que tu as fait pendant le train? J'ai écouté un podcast là, qui parlait d'histoire, etc. Bon, c'était un contenu RTL, mais elle ne savait pas que c'était RTL. Donc, non, c'était RTL. Sur l'histoire, on est pas mal. Ouais, on a Franck Ferrand sur Radio Classique aussi. Voilà, donc c'est ça l'enjeu. C'est effectivement arriver à voyager et à gérer ce flux de personnes qui nous retrouvent sur les réseaux sociaux, les faire adhérer à nos marques, les faire revenir le cas échéant sur nos supports, ou c'est sur des supports qu'on maîtrise. Parce qu'on pourra revenir là-dessus, je pense que dans cet enjeu digital qui est devant nous, qui est aujourd'hui, qui est notre présent et notre futur, la distribution, la maîtrise de la distribution va être quelque chose d'absolument essentiel. Et je voulais juste rajouter parce que tout à l'heure, Régis parlait très justement du potentiel de couverture, parce que la couverture est quelque chose qui est mesuré par médiamétrie et qui rejoint aussi le propos très juste de Jean-Philippe de ce lien très particulier entre l'auditeur et sa radio. En fait, c'est humain. Et c'est-à-dire, c'est ça qui fait la différence majeure entre la radio et les plateformes, c'est qu'on n'offre pas du tout la même promesse. La promesse qui est ce lien humain, cette chaleur humaine, qui caractérise la radio est totalement absent de ce que sont les plateformes. Et juste un chiffre, c'est que sur les 15 ans et plus, Médiamétrie qui mesure, la radio est bien plus puissante que le streaming, parce que le potentiel de couverture des plateformes est de l'ordre de 30%, dont 17% sur la partie gratuite de la journée, là où la radio est à 71%. Donc une force et un écart assez important et qui mérite d'être souligné. Bérénice, sur l'âge des auditeurs, est-ce que c'est un sujet? Non,
nous, on va moins chercher pour Radio Classique, moins les 15-25. Ouais. Donc, mais non, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que même sur une cible un peu plus âgée, en tout cas, la diversification des devices, des utilisations est quand même forte. Et peut-être ce que je voulais dire pour ajouter sur les podcasts, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que, enfin, pour une radio, moi, ce qui m'a frappé, je m'occupe de Radio Classique depuis quelques années, pas depuis si longtemps, c'est que c'est effectivement la force du lien incroyable entre les auditeurs et la radio, mais c'est du coup très difficile d'aller chercher des nouveaux auditeurs. Et je pense que les podcasts, c'est vraiment ça, c'est un moyen d'élargir, de faire connaître la marque, d'élargir. Et ce qui me frappe en ce moment, c'est l'intérêt que les plateformes ont pour nos podcasts. Donc nous, notre super podcast, on en a plusieurs, mais c'est celui de Franck Ferrand qui a plus de 4 millions de téléchargements par mois. Et on a des relations avec Apple Podcasts, avec Spotify, qui sont très demandeurs de ces podcasts pour les mettre en avant. Et le fait de mettre en avant nous permet, nous, de faire connaître et le podcast et la marque à des auditeurs qu'on n'avait pas. Sur les podcasts, où est-ce qu'on en est selon vous? Quel est le chemin qui a été parcouru en termes de progression, de nombre de téléchargements ou d'auditeurs par jour, et quel est le potentiel que vous voyez? C'est-à-dire, est-ce qu'on en est qu'au début? Est-ce qu'on va atteindre un plateau assez vite? Et est-ce que les stratégies sont un peu différentes pour des radios qui sont plus musicales, plus dans l'info et le direct, et d'autres qui sont plus des radios un peu généralistes avec des émissions plus diversifiées et un service public qui a effectivement une offre très très riche. Où est-ce qu'on en est du podcast? Alors, à Radio France, c'est vrai que il y a différents types de podcasts. Il y a quand même le podcast sont les émissions qu'on réécoute. Il y a des émissions qui ont été des émissions de flux et qu'on peut écouter quand on veut, où on veut, comme on veut. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un vrai potentiel pour nos émissions. Plus les émissions sont élaborées, quelque part d'ailleurs, plus elles fonctionnent. Et puis, il y a tout un champ qui est intéressant du podcast, qui est un podcast que vous ne pouvez pas mettre sur votre antenne parce qu'elle ne rencontrerait pas son public. C'est par exemple les podcasts pour les enfants. Et là, c'est vrai France Inter a été vraiment à l'initiative de podcasts dédiés aux enfants, Oli, les Odyssées, et on en est aujourd'hui à 30 millions de téléchargements, ce qui est considérable. Mais là encore, c'est un chemin qu'on est en train d'explorer. Et je dirais qu'avec les plateformes, il faut quand même, je ne sais pas si c'est faire du judo, du karaté, parce que je fais ni l'un ni l'autre, mais il faut à la fois être extrêmement accompagnant avec les plateformes extérieures, mais il faut aussi savoir qu'elles viennent vous chercher quand elles ont besoin de vous, et que quand elles n'ont plus besoin de vous, c'est elles quand même qui vous mettent en avant, ou qui tout d'un coup, c'est elles qui ont la maîtrise de la distribution. Et c'est vrai que cette maison a fait le choix d'avoir une plateforme propriétaire, ce qui était un choix contre-intuitif pour un média qui veut être distribué le plus puissamment possible, mais qui est quand même un choix de souveraineté. C'est-à-dire que quand même, les émissions que nous avons fabriquées avec des moyens de production qui sont importants, on a la maîtrise de la distribution et on a travaillé sur toute une chronologie des médias qui nous permet d'avoir une relation égalitaire avec des concurrents qui sont quand même des concurrents drôlement puissants et pas forcément toujours aimables. Et comment vous avez fait pour vous différencier? Il y a eu tout un travail, il y a la construction d'une plateforme Radio France qui donc abrite tous les podcasts de la maison et tout un travail avec les plateformes extérieures. On ne leur offre pas nos podcasts toute la journée, toute l'année, tout le mois. Vous gardez des exclusivités pour votre propre plateforme? Absolument. Dans quelle proportion? Très importante ou... C'est une colle, je saurais. Tout. Enfin, y a une les archives, je crois que vous avez beaucoup plus d'archives. Absolument. Sur votre... Et puis, il y a une proposition, si vous voulez, les émissions quotidiennes restent une semaine sur les plateformes extérieures et les émissions hebdomadaires, un mois. Et ensuite, tout est rapatrié sur la plateforme Radio France. D'accord. Le fond reste donc, chez vous. Une préservation quand même minimale d'un patrimoine important. Bérénice. Ouais, ce qui est possible parce que vous êtes vous-même très puissant pour une marque plus... qui par elle-même a besoin des plateformes. Et le sujet avec les plateformes, c'est que ça devient intéressant parce que le modèle publicitaire se développe aussi sur les podcasts, ce qui n'était pas le cas ces dernières années. C'est encore petit, mais ça commence à monter de manière... On est à 50% de progression cette année sur... Pour répondre à la question, les podcasts, on n'en est qu'au début.
Moi, j'ai un Christophe Ondelat avec ses récits qui fait 10 millions par mois en octobre. Il progresse chaque mois, il progresse chaque année. Je pense qu'on en est tous sur un début. Maintenant, le modèle économique n'est pas encore optimal. Donc, je pense qu'il faut aussi travailler sur la façon dont on les monétise et dont on les comment dire, autour de la mesure d'audience des podcasts, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des mesures d'audience, donc nous, on travaille au sein du BDR là-dessus. Il y a un vrai intérêt, c'est l'avenir, mais il faut, un, qu'on arrive à les monétiser mieux, et deux, pour les monétiser mieux, il faut qu'on soit un peu plus précis vis-à-vis des annonceurs pour l'audience, sur l'audience. Régis. Enjeu majeur. Oui. Pardon. C'est un enjeu majeur. Oui, alors on est nous aussi dans cet enjeu-là. On voit des progressions spectaculaires de volume d'écoute, mais je trouve que pour se rassurer, il est intéressant de regarder ce qui se passe aux États-Unis et notamment sur le marché publicitaire, parce que c'est celui qui nous nourrit, en tout cas pour certains d'entre nous, et ce qui s'est passé aussi dans la télévision. La télévision, en fait, c'est un marché qui fait à peu près 80 milliards de dollars aux États-Unis. Et qui n'a pas tellement bougé, en fait, il est assez stable, mais par contre, il s'est totalement transformé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est presque la moitié sur le délinéarisé et la moitié sur le linéaire. Ce qui est dingue, hein, parce qu'il y a 10 ans, ce n'était pas du tout ça. Et on prévoit qu'en 2025, ça sera davantage sur le délinéarisé que sur le linéaire. Et si on regarde l'audio aux États-Unis, on voit que c'est un marché qui fait déjà 2 milliards de dollars le podcast en 2022 et qui va doubler d'ici 2024. Donc on voit bien qu'il y a là quelque chose de formidable qui est en train de se passer. Alors évidemment, la France, c'est pas les États-Unis, il faut diviser par 20 pour avoir les chiffres, mais il y a une consommation, une monétisation qui commence, qui progresse très très vite, qui est encore petite, mais qui va devenir quand même sensiblement intéressante dans les années qui viennent. Pour une musicale, alors, Mariam. Non, et pour une musicale, d'abord, c'est toujours la légitimité de nos marques. Nos podcasts replay sur nos émissions phares, que ce soit Manu ou Koé, sont extrêmement consommés. On a des marques aussi extrêmement fortes. Par exemple, on a un podcast natif qui est de Chéri sur des histoires pour enfants qui marche remarquablement bien. Et on a aussi la possibilité de décliner nos marques sur des territoires éditoriaux avec des marques annonceurs, avec des podcasts originaux et natifs qui suivent cette ligne éditoriale et qui suivent également la croissance. Et pour toujours abonder dans le cadre des propos de Régis, je voulais vous dire on observe aussi aux États-Unis une progression depuis quelques années assez phénoménale des enceintes connectées, et qui sont des supports d'écoute extrêmement pratiques, puisque en fait, vous pouvez lancer votre radio, vous pouvez lancer votre podcast avec votre voix. Alexa, joue-moi énergie. Et donc, on dit souvent que la voix est devenue un clic. Et là encore, un chiffre, c'est que c'est le deuxième support digital d'accès à la radio, avec une croissance observée de plus de 27%. Et n'oublions pas la pénétration et l'engouement pour les enceintes connectées qui rentrent dans les foyers et qui permettent d'accéder à l'écoute de la radio, des podcasts, des web radios, etc., de manière beaucoup plus fluide. C'est le développement des enceintes connectées est quelque chose de très important. Jean-Philippe. Oui, d'ailleurs, depuis le début, France Info est positionné sur ces enceintes connectées. On est leader parce qu'effectivement, il y a ce besoin aussi, grâce à nos fils info qui reviennent régulièrement, d'avoir l'information en direct. Ce qui me fait dire aussi que c'est une autre façon de faire de la radio, justement, enfin c'est une radio particulière. De la même façon, quand on va sur Twitch, comme je vous le disais tout à l'heure, on fait aussi de la radio. Pour moi, je l'ai déjà dit, je pense que Twitch, c'est un peu la radio des années 80. C'est la radio libre des années 80, avec cette interactivité, avec effectivement ce lien direct qui peut se faire entre les viewers et les Twitchers, j'allais dire, mais c'est aussi ça. Donc la radio, ce n'est plus qu'un poste de transistor, c'est tout ça, mais j'en reviens quand même à l'essentiel. C'est pour ça que j'adore la radio, parce que la radio, c'est d'abord du direct. C'est du direct, c'est la vie en direct. C'est pas des émissions qui sont enregistrées comme on peut voir à la télé, c'est du direct, il se passe toujours quelque chose à la radio. Et c'est la force qui fait que je pense que la radio n'est pas morte, contrairement à ce qu'on peut dire, parce que c'est, encore une fois, le média du direct par excellence. Pour le sport, pour l'actualité, pour aussi des émissions, et il se passe quelque chose de différent.
Avec la montée en puissance des Deezer et des Spotify, on a aussi vu se développer en France une initiative autour du Radio Player, je crois qu'il s'appelle Radio Player. Est-ce que vous en faites tous partie? Est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez l'impression que ça répond à un vrai besoin des auditeurs? Ou est-ce que finalement, dans une culture de concurrence où chacun est dans son couloir et on n'arrive pas à s'associer pour mieux rivaliser avec ces plateformes? Régis. Moi, je pense que l'enjeu de la distribution sur le digital de nos contenus est un enjeu absolument crucial. Et Radio Player est une réponse. Pourquoi c'est crucial? Parce que lorsque vous voyez voyager vos contenus, en fait, la plupart du temps, ils vous échappent. Vous êtes sur des plateformes qui respectent ou pas votre contenu, qui placent des publicités de façon régulière ou pas, des publicités qui peuvent être, le cas échéant, licencieuses d'ailleurs, et il peut y avoir des problèmes de qualité de son, il peut y avoir des problèmes d'aiguillage. Je voulais vous raconter une anecdote qui nous a sidérés. Il y a 2 mois, c'était en septembre, il se trouve que sur Google Home, c'est Google Home, oui, Google Home, lorsqu'on disait Google joue-moi RTL, c'était RTL2 qui était joué. Bon, on constate ça, on se dit on va régler le truc en 1 heure, on va appeler les gars, etc. Ça a pris 1 mois et demi. Parce que là, vous rentrez dans Twilight Zone, là. C'est-à-dire que vous appelez des gens, en fait, on ne sait pas qui décide. Est-ce que c'est aux États-Unis? Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est TuneIn, qui est en fait la plateforme qui est utilisée par Google pour avoir accès à la radio? Alors vous appelez TuneIn, mais en fait, on ne sait pas non plus là qui décide dans ce truc-là. Et puis en plus, RTL, en fait, ils s'en foutent complètement. Parce que bon, c'est un truc, c'est en France, une petite radio française, voilà, ils s'en fichent complètement. 1 mois et demi, mais enfin, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, en fait. Et moi, qui ai toujours été un grand supporter avec vous de Radio Player, ça n'a fait que renforcer ma conviction. Parce que Radio Player, qui est déjà un grand succès, notamment ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire en tant qu'application embarquée dans des voitures ou dans des enceintes connectées, comme sur Alexa, puisqu'Alexa, aujourd'hui, eh bien, si vous faites Europe 1, Alexa, joue-moi, Christophe Ondelat, ça passe par Radio Player. On espère que ça va être le cas sur Google Play bientôt. Dans les voitures, ça se développe de manière spectaculaire. Renault, Stellantis, tout ça avance très vite. Radio Player est un grand succès sur le plan du B2B, et il faut qu'il le soit en B2C. Enfin, voilà. En tout cas, juste pour toucher cette expérience-là, je peux vous dire que vous vous dites il faut vraiment qu'on arrive à mieux maîtriser nos contenus, parce que sinon, ça peut être vraiment n'importe quoi. On peut disparaître de la carte sans si on ne tient pas le poste d'aiguillage. Ouais. Alors Olivier Delagarde m'a fait les gros yeux, il va falloir que je passe la parole à la salle. Si vous avez des questions, laissez commencer à bouger doucement des mains sur les radio players ou sur l'écoute embarquée en voiture, sinon il y aura peut-être quelque chose à dire. Joël au premier rang, hop, et puis après, n'hésitez pas. Bonjour, je suis Joël Virstel, je suis journaliste à Satellifax. Moi, j'aurais besoin d'une réponse. On parle aujourd'hui des podcasts, on parle aujourd'hui des replays, on parle aujourd'hui des plateformes, etc. Le sentiment que j'en ai, c'est que ce sont des impasses et vous n'apportez pas une réponse à la manière de passer de ces plateformes à l'écoute de la radio, à l'écoute du flux. Évidemment, le flux en direct, que ce soit pour les infos, pour le sport, c'est facile, mais pas pour le reste. Sybille Veil disait ce matin, les jeunes ne sont pas sur le même espace que leurs parents, il faut aller les chercher. Mais comment aller les chercher? Quand on écoute un podcast, quand on écoute RTL un contenu, on n'écoute pas RTL, on écoute le contenu, puis on va aller chercher un autre contenu. La marque se développe, elle peut se développer sur Twitch, vous le montrez très bien, mais après, moi, ça reste une impasse. Laurence a un début de réponse, je crois, et Bérénice. Allez-y. Bérénice. Juste un début de réponse. Les jeunes, d'abord, nous retrouvent sur les réseaux sociaux. C'est à nous, et comme le disait très justement Laurence, d'être là où il faut l'être, connaissent nos marques. On est sur TikTok, on est sur YouTube, on est partout, etc. Mais juste une chose, il ne faut quand même pas oublier que toutes ces plateformes ne jouent pas à armes égales avec nous. Et que le média radio est un média extrêmement contraint et régulé. Les 40% de quotas de chansons d'expression francophone
littéralement, on a démontré que non seulement ces quotas aujourd'hui étaient obsolètes d'une part, et que d'autre part, le renforcement des quotas avec le fait que vous êtes obligé de plafonner la rotation des titres qui sont plébiscités par vos auditeurs, si votre auditeur, à un instant donné, il ne retrouve pas le hit musical qu'il est venu chercher, aujourd'hui, il a de multiples solutions de substitution. Vous avez parlé tout à l'heure de ce que un élément de l'ADN de la radio, c'était la liberté. Je pense qu'il y a eu un temps 1 de la liberté de la radio au moment de sa création, les radios libres, comment on a été chercher la publicité. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'ère des plateformes, il est impératif pour la radio de marquer son temps 2 de la liberté et de se dire que à partir du moment où vous avez deux acteurs qui interviennent, et il y en a un qui est totalement dérégulé et l'autre dont on ne cesse de serrer le corset de régulation qui devient désormais irrespirable, il y a véritablement là un travail à faire et je pense qu'il est plus que jamais urgent de marquer le temps 2 de la liberté de ce média qui est exceptionnel, irremplaçable et humain. Bérénice. Oui, je voulais juste refaire un parallèle avec la presse. Ce qui s'est passé en presse, c'est la même chose. C'est-à-dire que les plateformes ont d'abord mis en avant des articles et sorti les articles des marques et des chemins de fer des journaux. Et petit à petit, tout le travail de la digitalisation, ça a été justement de ramener par des liens, par des connexions, le lecteur de l'article jusqu'à la marque, avec aussi des nouveaux produits, les newsletters. Enfin, voilà, donc je pense qu'on est au début, un peu plus au début au podcast, mais je pense qu'on apprendra plus vite parce qu'il y a d'autres expériences de d'autres médias, mais ça va se faire. Mais effectivement, il faut qu'on apprenne à créer le lien entre le non-linéaire et le linéaire qui a une force inouïe. Juste parce que je comprends ton constat, Joël, mais je ne comprends pas ta conclusion, en fait. Le constat, il est juste, la conclusion, elle est fausse. C'est que, effectivement, les contenus voyagent, mais puisqu'on est propriétaire des contenus, en tout cas sur les réseaux généralistes, lorsqu'ils voyagent et que tu peux les adserver, pour parler en bon français, il n'y a pas d'impasse, en fait. Tu crées un nouveau revenu. Je ne suis pas d'accord du tout avec toi. On poursuivra le débat. Laurence, parce qu'après je voudrais qu'il y ait une autre question au moins de la salle. Juste, mais je vais très très vite. Je voudrais vous dire qu'on ne réfléchit qu'à ça. Comment on fait le pont entre le média traditionnel, les plateformes, les réseaux. Que c'est un travail de tricot. Je vais donner un tout petit exemple. Alors, c'est mon ancienne casquette, mais je n'ai fait que ça quand j'étais sur Inter. C'est comment faire pour que les parents écoutent les programmes des enfants, les ados écoutent les choix des parents. Sur le 7-9, par exemple, on a coché des cases très spécifiquement qui puissent être écoutées par les adolescents. Cette case étant très spécifiquement, en principe, écoutée par les adultes. Et donc, ce sont des ponts qu'on a fabriqués sur la radio classique. On fait la même chose avec les réseaux sociaux. On a un concert de l'Homme Pâle. Il est évidemment sur notre antenne, mais il est aussi sur TikTok. Et ce sont ces ponts qu'on multiplie de plus en plus, qu'on n'arrive pas à mesurer pour le moment. On a aussi un problème de mesure, mais on ne fait que ça. Mais c'est du tricot. C'est réseau social par réseau social, plateforme par plateforme, émission par émission, format dans une émission par format d'émission, et on va y arriver. Merci. Déjà, hein. Oui. On y arrive déjà. On fait des contenus en fonction des réseaux sociaux qui sont pensés avec une marque ombrelle, mais qui sont exactement pensés pour le contenu. Moi aussi, c'est mon obsession. On investit. On a sur YouTube 15 millions de vues mensuelles avec Europe 1. C'est déjà pas mal quand même. Donc on est au début par rapport à la question de tout à l'heure. Mais on tricote, on travaille, on regarde et on a la chance de pouvoir s'adapter, d'adapter en fonction des publics, en fonction des différents réseaux. Ça, c'est très important. Une deuxième question. Bonjour, concise. bonjour à tous. Allez-y. Je m'appelle Philomène, je suis ravie d'être ici avec vous à Média en scène. Et en fait, je suis conceptrice, rédactrice de contenu. Voilà, et je suis passionnée de politique, de culture, de cinéma. Et j'aimerais savoir, moi j'ai ma question, elle s'adresse à vous tous et à chacun en particulier. Pourquoi, quelle est la place de la diversité à l'aube de 2023 ? Et je prône bien sûr pour ma paroisse, mais je parle aussi parce que j'en ai un peu parlé à Madame Bloch juste avant le début du débat, et elle m'a cité des noms, et que des noms
masculin. Elle m'a parlé d'Ali Badou notamment, mais moi j'aimerais, je prêche pour moi, je suis une femme, et voilà, c'est la moitié de l'humanité, et puis je crois que c'est 52 contre 48 en règle générale. Je crois qu'on est aussi talentueuses que les autres. Je m'adresse à Madame Banquet, aussi bien qu'à Monsieur Baye, et à vous tous, de la place, pour la diversité, pour les talents, et un dernier détail pour Monsieur Ravanas. Si vous voulez me recruter, il n'y a pas de problème, mais je parlais pas de ça. Je parlais du fait que Alexa, elle aurait pu régler votre problème, je pense, en 2 secondes, s'il y avait la possibilité de dire Alexa 104.3, Alexa 87.8, Alexa 100.3, etc., etc., etc. Merci. C'était Google. Constance, sur 3 ce secondes. point. La réponse, elle est sur le plateau. Il y a 2 hommes, il y a 4 femmes. Je pense qu'on fait, nous, très attention au sein de nos rédactions, au sein de toutes nos équipes, à une parité, à une équité. Là, je me permets de parler en nos noms. Moi, j'ai dirigé le L pendant des années. C'est mon combat. Ce sera le combat de ma vie. Donc, j'y fais évidemment très attention. Il n'y a pas que l'équité homme-femme, il y a aussi la diversité au sens plus large du terme. C'est vraiment un sujet qui nous... Je réponds pour tout le monde, non, quoi. Mais c'est vraiment un sujet qui nous touche tous et sur lequel nous sommes extrêmement vigilants. Tous les groupes sont vigilants et comme le dit très justement Constance, c'est un... J'allais dire qu'en tout cas, je peux me permettre modestement de parler au nom de tous les groupes médias, en tout cas pour les groupes médias en France, et moi qui suis d'origine iranienne, donc je peux vous dire que l'accueil des médias en France est absolument exceptionnel. C'est un sujet qui en fait se pose pas dans nos groupes, publics ou privés. Et on a une chance exceptionnelle d'être en France. Voilà. Question. J'ai une question pour autant les groupes privés que les groupes publics. Comment gérez-vous le développement des nouveaux médias quand on voit certains youtubeurs qui se mettent à faire des podcasts, par exemple sur Audible, je pense à Toile par Enjoy Phoenix. Est-ce que ça vous crée pas une concurrence et est-ce que ça vous pénalise pas dans le fait de conquérir les jeunes qui, eux, ont déjà découvert Enjoy Phoenix, par exemple, sur YouTube? Jean-Philippe. Effectivement, c'est une concurrence, mais ce que je disais ce matin à des étudiants en école de journalisme qui m'interrogeaient, mais ce sont des influenceurs, mais ils n'ont pas le travail journalistique que l'on peut avoir, nous, derrière. Et encore une fois, c'est ça qu'il faut qu'on mette en avant. Tout notre propos, tout notre travail journalistique. C'est la force de nos contenus qui fera la différence. Et pour un peu répondre aux questions précédentes aussi, il faut les laisser grandir, ces jeunes. Parce que petit à petit, ils viendront vers nos médias. Ils auront besoin d'avoir plus de profondeur dans les explications. Parce qu'encore une fois, c'est pas en 50 secondes sur TikTok qu'on arrivera à comprendre quelque chose, même si c'est un premier pas d'accès à l'information. Nous, on se rend compte sur France Info qu'aujourd'hui, quand il y a des recherches Google sur la guerre en Ukraine, par exemple, de plus en plus, c'est France Info Ukraine. C'est-à-dire que les gens, dans leurs recherches, mettent France Info. Ce qui veut dire qu'on devient une des marques référentes, voire, j'espère, la marque référente en termes d'information. Et c'est grâce à cela, ce travail qu'on fait au quotidien, que demain, j'espère, et je suis persuadé, que ce réflexe-là se traduira aussi sur l'écoute de la radio, sur l'écoute de ce média qui est le nôtre. Monsieur, une question. Oui, bonjour, je suis Cyril Amar, journaliste également. Laurence et Constance ont parlé de la mesure d'audience. Vous siégez tous et toutes autour de Médiamétrie. Et ça fait maintenant des années que les marques demandent une mesure consolidée digitale et analogique. Qu'est-ce qui coince pour ne pas la sortir plus rapidement? Qui veut répondre à cette question qui sera la dernière question? Alors, le groupe Énergie n'est pas au conseil d'administration de Médiamétrie. Sauvé. Nous non plus. On aimerait bien que ça change. Là, Thierry, tu sais, c'est pas tout à fait juste ce que tu dis, puisque, comme tu le sais, à partir de ce mois-ci, il y a une nouvelle mesure qui est mise en place, l'AIP, pour mesurer ce qu'on appelle la couverture du média radio. Donc, on progresse. C'est la première fois. Ce qui a été fait pour la télé aussi. Hein. Ce qui a été fait pour la télévision. Pour être tout à fait précis, quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Angleterre, dans tous les grands pays, il n'y en a pas un qui a mis ça en place. Donc, on n'est pas forcément en retard. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Je suis d'accord avec toi.
mais regardons ce qui est fait, la bouteille à moitié pleine, mon cher Thierry, et on se rend compte que finalement, on n'est pas plus mal que nos voisins européens. Et aux États-Unis, quand ils ont lancé la mesure audiométrie portée en 2009, ils l'ont très très vite arrêtée en 2014. Et ils n'y ont plus recouru. Donc, ce qui veut dire que ce que Médiamétrie a fait est véritablement aujourd'hui dans les règles de l'art. Et il ne faut pas penser que parce que c'est forcément automatique, c'est le Graal. Voilà. Aux États-Unis, la progression a été stoppée net en 2014. Je ne sais pas, c'est Olivier le maître des horloges. Olivier, est-ce qu'on a le temps d'une dernière question ou est-ce que le gong a sonné? Mon cher David, la radio, c'est une pendule. Et est-ce que tu sais à quoi on reconnaît qu'un débat a été réussi? Eh ben, c'est qu'on en sort un peu frustré, qu'il nous reste des questions à poser, qu'on aimerait pouvoir que ça continue. Malheureusement, il est fort. Ça va continuer. Et je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour les intervenants. Et ça va continuer dès cet après-midi, 13h30. Et madame, j'entendais votre question. Ici même, on parlera diversité, identité, objectivité. Je pense que ça va vous passionner. Il y a également les autres lieux de ce média en scène. Je ne saurais trop vous conseiller de venir au 104 à 17h, où j'aurai le plaisir d'animer un débat entre Sandrine Trainer, la directrice de France Culture, et le patron du CNRS sur le savoir à la radio. D'ici là, très bon appétit à vous et à tout à l'heure.